Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et alors aujourd'hui, on part à vélo. J'ai eu le plaisir d'interviewer Marie, qui avec sa famille, donc son mari et ses 2 enfants, a voyagé pendant 1 an sur les routes d'Europe à vélo. Elle va tout nous expliquer, de la genèse du projet à sa concrétisation, les équipements qu'ils ont choisis parce qu'ils ne sont pas partis avec 4 vélos, mais seulement 2 pour 4 personnes. Donc voilà, elle va nous expliquer ce qu'ils ont choisi, l'itinéraire bien sûr, leur coup de cœur, comment s'est passée l'école, et puis comment se passe le retour, puisque ça fait presque 1 an qu'ils sont de retour dans leur vie, dans la même vie d'avant. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue au micro de Parents Voyageurs. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui après de longs mois d'attente. J'ai été assez longue pour revenir vers toi. On avait parlé de ce podcast il y a déjà plusieurs mois. Et donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir clôturer la saison 5 du podcast avec toi, avec un beau projet de voyage. Donc merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter toi et ta petite famille s'il te plaît ? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans. Et donc, on est une famille de 4. Donc, mon mari qui s'appelle Thomas. Et on a 2 enfants, Martin et Timothée, qui avaient 7 et 9 ans au moment du voyage. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce voyage-là, dans les grandes lignes ? Alors, on est parti pendant 11 mois à vélo, à travers l'Europe. Donc, on a souhaité partir de chez nous et revenir chez nous à vélo. On a utilisé le vélo et un peu de bateau et un petit peu de train aussi. Okay. En tout cas, notre souhait, c'était de rester à proximité de vélo, de jambes, on va dire, de notre domicile, et faire une boucle, voilà, en Europe. Et c'était donc sur une année scolaire, c'est ça, l'année 2022-2023 ? Oui, c'est vrai qu'on a hésité à partir à mi-parcours d'une année pour que les enfants soient intégrés dans une classe et puis revenir dans une autre. Et finalement, on a plutôt fait le choix de partir sur une année scolaire complète. Ça nous paraissait finalement plus simple pour l'organisation et puis pour les enfants. Donc on a pris, nous, une année qu'on appelle de disponibilité. On travaille tous les 2 à l'hôpital. Donc on a pu faire ça dans nos métiers respectifs. Et les enfants, donc, on leur a fait la classe pendant 1 an sur une année scolaire complète. Donc, ils ont pu rejoindre l'année suivante le cursus d'après, quoi. Ouais, ok. Ils étaient en quelle classe, du coup, pendant le voyage ? Alors, c'était la classe de CE1 pour le plus jeune et le CM2 pour l'aîné. Donc, il est rentré en 6e au retour du voyage. D'accord. Donc, un grand changement quand même qu'il attendait au retour. Oui, un grand changement. Mais en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Ça n'a pas du tout été douloureux comme on aurait pu le craindre. Ouais, mais c'est souvent le cas, les enfants sont assez épatants pour ça. Ouais. On aura sans doute l'occasion de parler un petit peu de ce volet école pendant le voyage. Je voulais te demander pour commencer, d'où vous est venue cette idée de voyage d'1 an et de voyage à vélo ? Oui, alors le voyage à vélo, c'est un loisir ou un sport, on va dire, qu'on avait en commun avec Thomas. C'est un peu la première chose qu'on a faite à 2 en couple, hein, parce qu'on avait chacun nos plaisirs tous les 2 de notre côté. Moi, je fais beaucoup de danse, lui fait du kayak. Et le vélo, ça a été un point où on s'est retrouvés. Donc, on a commencé tous les 2 à faire du tandem quand on n'avait pas encore d'enfants, sur plusieurs jours. Et puis, dès qu'on a eu des enfants, ça a été un peu l'évidence, les vacances à vélo. Donc, on a fait que des bouts de vacances. Donc, on est parti au maximum 15 jours. Et c'était des moments où qu'on trouvait d'extrême qualité. On adorait se retrouver comme ça, en itinérance, à vivre de peu de choses, à avoir du temps les uns pour les autres. Et ça, on l'a goûté
pendant des périodes de vacances. Et on rêvait un peu de prolonger ça. On trouvait que c'était un peu court. Donc on pensait partir sur 2 mois, prendre un congé sans solde et partir 2 mois, par exemple, l'été. Ça, c'était quelque chose qu'on avait un petit peu en tête comme ça. Et puis, un jour où notre fils aîné était en CP, il nous a été proposé qu'il saute une classe. Et donc, dans notre réflexion, savoir si on faisait cette étape ou pas, on s'est dit tout d'un coup que ça allait trop vite. C'est-à-dire qu'il était en CP et on l'a vu en 6e. Ah oui, oui. Et on s'est dit, oh là là, c'est trop rapide, il faut qu'on prenne le temps. Voilà. Et ça a été vraiment notre élément déclencheur, c'était ce saut de classe. Où on s'est dit, il faut qu'on ait 1 an, enfin, on est parti sur l'idée d'1 an, à ce moment-là, pour voir grandir nos enfants, pour avoir le temps d'être ensemble, de ne pas courir partout, comme on fait tous un peu. Et voilà, c'était cet élément déclencheur. Parce que dans notre idée qui était erronée, hein, c'est qu'on s'est dit, bah, si on part 1 an, il reviendra l'année suivante dans la classe avec ses copains et comme ça il arrivera en 6e, pas trop jeune, etc. Donc en fait on s'était dit on part son année de CM2 mais en fait il revient en CM2. D'accord. Voilà. Mais en réalité on nous a vite expliqué que c'était pas possible, qu'en fait que si on partait 1 an, et ben on lui faisait l'école et puis que l'année d'après il rentrerait en 6e. Mais même si c'était différent, on va dire, que ce qu'on avait imaginé à la base, l'idée, elle était ancrée complètement et on a gardé l'idée de partir 1 an comme ça. D'accord. Mais alors, juste, on peut faire une petite digression. Pourquoi on vous a dit que ça serait pas possible qu'ils rentrent finalement en CM2, qu'ils prennent une année sabbatique, quoi, et puis... L'explication était pas très claire. C'était comme si c'était une évidence qu'évidemment, c'était pas à la carte. C'est le mot qu'on nous a dit, mais on nous l'a dit très gentiment. On avait discuté notre projet avec le directeur qui nous a complètement accompagnés là-dedans. Mais il nous a expliqué qu'on ne faisait pas redoubler comme ça ou avancer d'une classe un enfant au gré de nos envies. Alors c'est vrai sur le plan pédagogique, on trouvait ça un peu dommage parce que peut-être qu'en CP, il s'ennuyait, mais peut-être qu'en CM2, il aurait été pas assez mûr pour aller au collège. On aurait préféré qu'il retourne dans la tranche d'âge. Ouais. Donc c'est sûr que c'est le côté école classique hein, qui est assez figé. Ouais. Mais on a compris quand même l'argument, c'est-à-dire que c'est très compliqué de redoubler, où il faut vraiment être en grande difficulté scolaire aujourd'hui pour redoubler. Donc en fait, ça nous a paru évident en fait au cours du voyage, c'est-à-dire qu'on l'a fait travailler l'école, on y reviendra, mais c'était très soft. Hein. Mais malgré tout, s'il était retourné en CM2 l'année suivante, il se serait franchement ennuyé. Donc au final, c'était évident. Donc j'ai compris après coup ce qu'a voulu dire la personne qui nous a parlé de ça. Voilà. Ouais, ok. Et mais du coup, alors si on revient dans le déclic, tu nous as dit que il allait sauter le CP en quelque sorte, directement rentrer en CE1. C'est ça qui s'est passé? Oui, il a fait une demi-année de CP, une demi-année de CE1. Ouais, ok. Et vous êtes parti quand il était en CM2. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu combien de temps? Il y a eu 2-3 ans? On a préparé le voyage pendant 2 ans et demi. Ok. C'était 2 ans et demi qui étaient fantastiques. J'ai adoré cette période de préparation de voyage. Je me dis ça paraît un peu long comme ça. Déjà, c'était nécessaire quand même pour mettre des finances de côté. Ouais. Pour pouvoir vivre 1 an sans salaire, parce qu'on n'a pas travaillé du tout pendant cette année-là. Et pour acheter le matériel qui nous convenait. Donc, et puis, l'autre argument aussi, c'était que on ne voulait pas que ce soit l'année où notre 2e enfant est en CP. Ouais. On avait un petit peu peur de la lecture, de ne pas arriver, nous, à faire rentrer dans la lecture notre fils. Donc, on était content que ce soit le CE1. Et bon, le CM2, après, on nous a expliqué que c'était un cycle CM1, CM2, 6e, et qu'au final, partir en CM2, c'était pas mal. Oui, c'est vrai que quand on est au milieu d'un cycle, bon après, tu vois, nous là on prépare un voyage, on a un enfant qui va être, les deux, ils vont être en début de cycle. Bon, il y a des enseignants qui nous ont dit que c'était pas l'idée du siècle. On s'est dit qu'après, de toute façon, les 2 années qui suivent, ça reprend
En fait, à chaque fois, ils reprennent les mêmes éléments, etc. Ils approfondissent un peu, etc. Donc, je me dis, peu importe l'année du cycle qu'on rate, j'ai l'impression qu'il y a toujours moyen de récupérer facilement, finalement. Oui, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, que ça a été extrêmement simple de revenir et d'être dans la classe d'après. Et on n'a ressenti aucune difficulté dans l'apprentissage ou, on va dire, dans le train qu'avaient les autres enfants. Vraiment aucune. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit une peur. Mais ceci dit, on a croisé quand même d'autres familles, notamment une où leur enfant était en CP pendant leur voyage. Et pourtant, la mère était enseignante, mais il y a eu des, des- des sortes de blocages, disons des tensions importantes par rapport à la lecture, et qu'ils ont plutôt lâché pour éviter de garder ces tensions, et je pense qu'ils ont très bien fait. Et ils ont eu quand même, à l'arrivée, au retour pour le CE1, ça a été un peu difficile pour leur fille. Ouais, Donc ok. on avait, disons, en tête cette expérience-là, mais il y a sûrement plein d'autres expériences où ça s'est très bien passé aussi en CP, hein. Oui, oui, bah d'ailleurs, oui, moi on en a déjà interviewé. Mais c'est vrai que le CP est peut-être l'année la plus particulière finalement de l'enseignement, en tout cas primaire, quoi. Après, c'est vrai que l'entrée au Ouais, collège, tout c'est à aussi fait. une étape. Ceux qui ratent la sixième, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu difficile, mais à mon avis, pas tant dans les apprentissages que plutôt dans le comportement, la gestion des classes, des machins, des bidules, de l'emploi du temps. Voilà, c'est plutôt Oui, tout l'environnement à qui fait. change. Ouais, ouais, complètement. Alors, je voulais juste revenir sur ces vacances que vous faisiez à deux. Tu as parlé de vélo tandem, donc pas chacun sur votre vélo, vous aviez un vélo pour vous deux. Oui, alors nous, on était en tandem classique quand on était à deux, et puis après, je pourrais expliquer les vélos qu'on a pris pour le voyage. Ouais. Ah oui, alors, bon, tous les couples n'aiment pas être en tandem, mais nous, ça fonctionnait très bien, et on a gardé même cette organisation au cours de notre long voyage. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y en a un qui dirige, hein, clairement en tandem, qui freine, qui fait les vitesses, qui fait le chemin, etc. Et l'autre derrière qui est plus à pédaler, donc qui fait un peu le moteur, mais qui a aussi le temps de regarder, de prendre des photos éventuellement, de discuter, de faire même un petit massage de dos, etc. Et nous, on aimait bien voyager comme ça parce que on était sûr d'aller à la même vitesse. Donc, on part ensemble, on arrive ensemble, il n'y en a pas un qui a la traîne, qui tout d'un coup n'a plus de vue et qui se retrouve un peu en difficulté. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est un peu plus fatigué, l'autre prend le relais ou de toute façon, le véhicule global va moins vite. Hmm. Voilà. Donc on a toujours apprécié vraiment le côté tandem comme ça, être ensemble, quoi. Mm. Et du coup, comment ça se passe le tandem avec les enfants? Je pose des questions très naïves parce que le vélo et moi, ça fait deux globalement. Euh, on n'est pas vraiment cyclistes et donc je ne connais rien sur les équipements cyclistes. Donc comment ça marche avec les enfants? Alors déjà, on a croisé des familles où leurs enfants avaient leur vélo, leur propre vélo, hein. Donc Oui, ça, mais nous, c'est on tout en a à fait déjà possible. interviewé aussi, Ouais, et c'est vrai qu'à chaque fois, je pense que les enfants pédalaient, en tout cas à l'âge des vôtres, ils avaient leur propre vélo. tout à fait, oui. Nous, on a fait ce choix. Alors, c'est des tandems spéciaux qui s'appellent des tandems semi-couchés. C'est-à-dire que l'enfant est devant, c'est-à-dire qu'il a vue sur le paysage, Ouais. et il est en position assise mais couchée, c'est-à-dire qu'avec les jambes qui pédalent devant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un vélo couché, mais on est assis confortablement, un peu comme dans un canapé, avec les jambes surélevées. D'accord. Voilà. Donc ils sont dans cette position-là qui est beaucoup plus physiologique, qui fait pas du tout mal au périnée ou à l'entrejambe comme on peut être sur une selle classique. Donc les enfants, eux, étaient très confortablement installés devant. Ils pédalaient, et quand ils pédalaient, nous, ça entraînait notre chaîne. Donc ils avaient un vrai rôle d'aide. On les appelait nos petits moteurs. Ouais. Par contre, s'ils décidaient de ne plus pédaler, et ça c'est différent d'un tandem classique, eh bien nous, on pouvait continuer à pédaler. Donc on n'était pas obligé d'être sur le même rythme de pédalage. Donc, Les deux chaînes sont indépendantes. Donc c'était très utile, surtout pour les moments où ils étaient fatigués. Par exemple, le deuxième, il a très souvent fait des siestes à l'avant du tandem. Ils sont attachés, donc ils ne peuvent pas tomber. Et ils peuvent dormir ou bien arrêter de pédaler. Ou s'il pleut très fort et qu'on leur met des gros caouets, et ben, ils enlèvent leurs pieds des pédales et c'est nous qui y allons. Donc l'avantage, c'était qu'ils puissent se reposer quand ils voulaient.
Ce qu'on aimait bien aussi, c'était l'idée de pouvoir avancer aussi assez rapidement si on en avait besoin. Par exemple, jour de pluie, quand un enfant est sur son vélo et qu'il veut plus avancer, on est mal. Ouais. Alors que là, on les couvre et c'est nous qui prenons sur nous pour avancer. Voilà, par exemple. L'autre avantage aussi, c'était sur les routes où il y avait beaucoup de voitures. On en a eu quand même quelques-unes. Il y a plein de pays où il y a très peu de routes de vélo. Et donc là, on était quand on a des gros camions qui nous dépassent, on était assez à l'aise d'être nous sur un vélo un peu plus haut et eux avec nous, plus visibles et à gérer les choses, quoi. Voilà, Ouais. rester sur le bas-côté si besoin, etc. Donc il y avait le côté sécurité et le côté aussi pour nous avoir, si on avait envie d'avancer, on pouvait. Voilà, et c'était pas notre facteur limitant et on savait aussi que ça allait pas être un sujet de tension avec eux. C'est qu'on n'allait pas les obliger à pédaler un jour s'ils étaient vraiment pas dans l'humeur, quoi. Mais ça a l'air une solution assez idéale. C'est vrai que je repense à d'autres interviews de voyageurs cyclistes que j'ai faites. Je me dis aussi ça permet de vachement communiquer, en fait, d'être beaucoup plus ensemble finalement pendant la journée de vélo, enfin pendant les séances de route, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que l'enfant est soit devant, soit derrière. Enfin, c'est pas forcément toujours évident d'être à côté et de partager, quoi. Oui, alors c'est vrai que c'était assez fantastique pour ça. C'est quand la tête de l'enfant est très proche de notre tête à nous. Et donc, on peut discuter. En plus, ça fait un peu divan de psychanalyste parce qu'ils sont devant, ils nous voient pas, mais ils parlent. Et donc, on a eu des moments, des souvenirs vraiment fantastiques de ces moments où ils parlent comme ça devant, où ils racontent des choses, ou bien ils posent des questions parce que ils ont tous les deux un peu leur manière différente de communiquer avec nous, et ou bien ils chantent. Et on est proches, on s'entend bien. Et on est et sur les chemins où il n'y avait pas trop de circulation, Thomas, qui est capable de faire beaucoup de choses en même temps, il nous lisait aussi des livres. Ah ouais? Et il avait une liseuse qu'il mettait sur son guidon. Alors, bon, Thomas, qui conduit le vélo, il gère la route, donc il a le GPS. Donc, il nous lit des histoires. Donc, on a lu quand même les 7 Harry Potter toute l'année dernière C'est vrai, à voix haute en pédalant? en Ah, pédalant. c'est génial. Et par ailleurs, bon, il pédale aussi fort parce que c'est lui qui tirait la remorque. Voilà. Donc on avait droit à des lectures à voix haute comme ça en pédalant, en particulier quand on était en montée. Parce que comme on va pas vite, on n'a pas le vent par exemple qui peuvent un peu brouiller le son. Et puis surtout, on se concentre sur autre chose que sur le pédalage. Ça nous aidait énormément à grimper les côtes, d'écouter une histoire. En fait, ça me fait penser, donc j'ai interviewé Olivier avec ses enfants, donc eux, ils ont fait 2 mois et demi sur les routes de France à vélo, et en fait, lui, ce qu'il faisait, Olivier, il choisissait un roman un peu d'aventure il a choisi un roman pour les 2 mois, genre, je crois qu'il a lu le Comte de Monte-Cristo, quelque chose comme ça. Il lisait, lui, par contre, le soir, et le lendemain, il racontait à ses filles ce qu'il avait lu. Donc il avait pas la liseuse sur le vélo, mais il avait la même idée de raconter une histoire en fait pour que quand on en a un petit peu marre de pédaler, on se concentre sur autre chose, c'est plus facile. Oui, alors il y a la lecture. C'est vrai on a lu beaucoup aussi à tour de rôle parce que comme les enfants sont devant, ont les mains libres, ils pouvaient aussi lire eux. Donc Ouais. on a essayé de tourner comme ça la lecture et surtout on pouvait mettre aussi de la musique. Nous ça, on est très mélomane et donc on écoutait de la musique comme ça pour nous donner l'entrain quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et est-ce que vous aviez toujours les mêmes duos? Chaque parent avait toujours le même enfant? On changeait régulièrement. Alors ça demandait une petite manip. Il fallait changer la remorque de vélo, la selle. Et puis la taille. Oui, c'est ça. En fait, chaque enfant avait son vélo parce qu'il fallait adapter le pédalier à la taille de leurs jambes. Ouais, d'accord. Mais nous, on changeait de vélo. Donc on partait avec notre selle parce qu'on a chacun notre selle, très important, et la remorque que Thomas tirait. Mais on changeait régulièrement parce que, bon déjà, ils n'ont pas la même force de pédalage l'un et l'autre. Donc quand on savait qu'on avait des itinéraires avec forte montée, je me mettais plutôt avec notre fils aîné, Martin, qui avait une plus grande force de pédalage. Comme ça, ça nous permettait d'être un peu plus au même rythme. Et puis aussi pour avoir des discussions différentes avec les enfants. Voilà, enfin, Mm. c'était pour varier un peu
les équipes. Ouais, ouais. Et est-ce que vous avez pu les tester, en fait, ces vélos tandem avant le grand départ? Oui, on les a achetés 2 ans avant même. Ah oui, ok. Il y en a un qu'on a acheté neuf et l'autre qu'on a acheté d'occasion. Donc comme on a eu une occasion un peu comme ça, on l'a pris, on l'a saisi. Ouais. Donc en fait, on les a utilisés pas mal avant. Déjà moi dans le quotidien, parce qu'en fait ils sont extrêmement pratiques et extrêmement agréables à conduire. Donc j'allais le matin les déposer à l'école avec le tandem. Donc pendant les 2 ans qui ont précédé le voyage, je l'ai utilisé au quotidien. D'accord. Et le deuxième, il nous a plutôt été utile quand on est parti en vacances. Donc on les avait éprouvés déjà, oui. Mm. Ah ouais. Et après, en termes d'équipement, donc tu as évoqué une petite remorque, parce que c'est vrai quand même le tandem, du coup, avec l'enfant, ça ajoute du poids quand même à porter, quoi, à la seule force de vos jambes, même si vous avez deux paires de jambes, du coup, par vélo. Mais en termes d'équipement, vous étiez, j'imagine que vous avez essayé d'être léger, mais ça représente quoi comme équipement? Hum, on avait 4 sacoches par vélo, dont des sacoches assez volumineuses parce que ces tandems-là, on peut mettre des grosses sacoches à l'avant, donc qui contenaient pas mal des sacoches. Et après, on avait effectivement la remorque. On a essayé d'être léger, mais alors quand même, hein, en vélo, on essaye d'être clairement léger. Mais toutefois, on avait certaines choses qui peuvent paraître un peu superflues pour du voyage en vélo, mais qui étaient importantes pour le voyage au long cours. Je prends l'exemple de quelque chose, moi, que j'avais envie d'enlever des sacoches quand on est parti, hein. C'était un ballon. Parce qu'il est quand même, il prend de la place, et puis moi, il m'a dérangé pas mal. Et puis en fait, c'était pas mal d'avoir un ballon quand on s'arrête quelque part. Alors, il n'a pas été tout le temps utile parce qu'en fait, quand on s'arrêtait quelque part, les enfants, le premier réflexe, c'est de trouver un arbre, de monter dedans. Ils avaient des couteaux suisses et ils taillaient des bouts de bois. Ça, c'était l'occupation principale. Et le ballon, il a plus été utile quand on était avec d'autres enfants. C'est-à-dire quand on arrivait quelque part et qu'il y avait d'autres enfants, ça a été un vecteur de lien. Donc, typiquement, le ballon n'est pas indispensable pour voyager un an, mais on en avait un. On avait aussi quand même pas mal de livres, alors de cahiers scolaires, de livres, parce que moi, je j'aime pas trop lire sur liseuse. Donc, je suis partie peut-être avec 2 livres et après, j'ai fait des échanges tout au long du voyage. Ouais. Ça s'est bien passé. C'était super, ces échanges-là. Euh, et puis après, au niveau habits, on a beaucoup mis les mêmes habits. Il y avait même certaines choses après 2, 3 mois de voyage qu'on a rendues. On a eu des visites, notamment des parents de Thomas, puis mes parents, et on leur a donné des choses. On s'est dit, bon, on s'en sert pas. Même là, en plein hiver, on s'en sert pas, donc on rend. Mais au final, pas tant que ça. C'est-à-dire que les bagages qu'on avait fait initiaux sont restés à peu près similaires quand même, jusqu'à la fin. Et après, vous aviez quand même un équipement de camping, j'imagine? Oui, on avait une tente pour 4. On Ouais. est parti d'ailleurs avec 2 tentes parce qu'on savait qu'au tout début, on était beaucoup en France, donc on allait être dans des campings le long de la Loire. Et donc, on avait une tente pour les enfants, une tente pour nous. Et puis, dès qu'on est arrivé un peu à l'automne, que de toute façon, on n'allait plus aller en camping parce que les campings étaient fermés, et qu'on a fait surtout du bivouac, là, on a lâché notre tente de 2 qu'on a rendue et on a gardé que la tente de 4. Donc, on avait une grande tente avec un grand auvent pour pouvoir mettre toutes nos sacoches dedans. On avait le matériel pour cuisiner, c'était un réchaud à essence. Et après, bon, des assiettes et des godets et des couverts. Mais on avait par exemple une petite planche à découper, une petite chose comme ça, et qui est très très utile. Et tu t'as dit un réchaud à essence? C'est pas courant ça, il me semble que j'ai jamais entendu ça. Oui, alors dans les voyageurs à vélo, c'est quelque chose qu'on nous avait conseillé Ouais. parce que les cartouches de gaz sont pas très faciles à trouver selon les pays. Et parfois, bon, on a rencontré des familles qui devaient faire des gros détours pour aller chercher une cartouche de gaz. Bon. Et alors que l'essence, alors là, c'est quelque chose qu'on trouve partout, hein, même dans un lieu très éloigné de toute ville, on trouve une station essence, Ouais. malheureusement. Mais donc c'était vraiment facile pour nous et ça coûte rien. C'est-à-dire qu'on remplissait notre réchaud pour 15 jours de cuisson, cuisine, et ça coûtait 2 euros de remplir. Donc c'est Et, beaucoup, beaucoup moins cher que les réchauds à gaz.
et c'était très facile d'utilisation. Mais du coup, comment tu fais pour mettre que 2 euros à la pompe? Ben, ça a étonné les pompistes, surtout qu'il y a plein de pays où c'est vraiment quelqu'un qui nous sert. Ouais. Il sortait sa tige, il remplissait comme il pouvait notre petit récipient et puis on lui donnait une petite pièce. Hein. Ça se Ouais, ok. passait comme ça, tout simplement. Ouais, mais du coup, en France, souvent, il faut minimum, je sais même plus combien c'est, mais c'est minimum 5 litres, non? Ou à la Oui, pompe? c'est vrai que c'est en France où parfois on a un peu, on a demandé à des gens qui faisaient leur plein de nous remplir notre petite réservoir et on leur donnait 2 euros. Ouais, ok. Voilà. Mais ça étonnait, c'était assez drôle. C'était très cocasse d'arriver à une station-service, de faire la queue derrière une voiture avec vos 2 vélos. C'était très drôle. C'est l'avenir du vélo électrique, en fait, c'est du vélo à essence. Vous êtes des C'est ça. tricheurs. Donc maintenant que vous êtes parés, on a l'équipement, on a les vélos, au niveau de l'itinéraire, alors comment vous avez construit l'itinéraire? Vous êtes tout de suite dit que vous alliez faire un tour d'Europe pour partir de chez vous et rentrer chez vous? Au tout début, on a rêvé un peu de pays lointains, notamment Amérique du Sud, enfin Amérique tout court, les Amériques. Et puis, en fait, quand on a concrétisé les choses, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas très envie alors même pas du tout envie de prendre l'avion. Ça, c'était plus pour des raisons écologiques. Et après, sur le côté pratique, mettre un vélo dans un avion, un tandem comme ça, c'est quand même assez compliqué. Mm. Et donc, quand on s'est imaginé le départ, où il faut aller à l'aéroport, essayer de démonter nos tandems, arriver dans un aéroport à un horaire peut-être un peu, avec le décalage horaire, remonter les vélos, etc., ça nous a paru un obstacle finalement qu'on n'avait pas envie de faire. Alors que là, on a eu un plaisir assez immense à vraiment, on est parti de chez nous. On a dit au revoir aux voisins, on a fait notre petite sonnette et on est allé sur les routes qu'on prend tous les jours pour aller à l'école, au travail, sauf que là, on partait 1 an. Et c'était une sensation vraiment magique. Donc, il y a un côté aussi tout simple de partir chez nous et revenir chez nous. Ça, c'était l'Europe. Et puis après, encore sur le côté pratique, c'était quand même plus facile pour la monnaie, parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est l'euro, pour les assurances, pour le forfait téléphonique. Enfin, donc on s'est dit, bon, finalement, c'est plus simple et ça nous va très bien. On était sûr qu'on allait découvrir plein de choses aussi, pas si loin que ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, ça c'est, j'en suis convaincue. Un tour d'Europe, ça, parce que ça s'impose, parce que sur un espace finalement assez réduit, il y a une très grande diversité culturelle, historique, en termes de paysages. C'est quand même assez riche, quoi, de ce point de vue-là, notre continent. Oui, oui, c'est vrai qu'on a été. Il y a certains pays où on se serait cru vraiment très très loin. Je pense à l'Albanie. Ouais. On arrive en Albanie et là, pourtant, ça jouxte des pays qui font partie de l'UE, mais c'est incroyable. On est transporté. Ouais, donc, pas si loin que ça, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire? Alors, on a choisi l'itinéraire beaucoup en fonction des saisons pour être plutôt au sud au moment de l'hiver. Donc, l'idée, c'était de partir vers l'est. Donc, on a suivi, on habite Nantes. On a longé la Loire et puis le Danube. Et après, on a ripé vers le sud. On est descendu à partir de Vienne. On a été en Slovénie. Et puis après, on a longé tous les Balkans pour aller jusqu'en Grèce. Donc, au cœur de l'hiver, on était en Grèce. C'était, euh, c'est un pays incroyable pour passer l'hiver. D'ailleurs, on n'était pas les seuls. On a rencontré beaucoup de familles, alors plus en camping-car, l'hiver en Grèce. Mais il faut le dire, c'est quand même un paradis sur Terre. L'hiver, enfin, j'imagine que l'été fait très chaud, hein. Mais c'était fantastique. On s'est baigné jusqu'à fin décembre. Euh, bon, après, pas toute la famille, hein. Moi, un petit peu moins que les autres, par exemple. C'était quand même assez froid, mais on a pu se baigner jusqu'au 31 décembre. Et puis après, non, même jusqu'à mi-janvier en fait. Et puis après, il y a eu une vague de froid quand même, fin janvier, février. Et ensuite, on est parti vers la Turquie. Donc ça a été le point le plus à l'est. Et on est revenu plus par l'Italie du Sud, etc. Et en fait, l'hiver a eu du mal à sortir. Enfin, on a eu du mal à sortir l'hiver. Donc en fait,
tout le début du printemps, le mois d'avril et même début mai, il faisait assez froid en réalité, même si on était très au sud, en Sicile, etc. Donc on a pu se rebaigner plutôt que vers oui, début mai, mi-mai. Ok. Mais en plus, c'est vrai qu'arriver en Italie, finalement, comme il y a pas mal de montagnes, en effet, au niveau du climat, même si c'est au sud, c'est pas toujours aussi clément que ça, quoi. Oui, mais Et ça, c'est valable. On a beaucoup longé le littoral méditerranéen. Et donc tout ce qui était vraiment bord de mer, c'était en général très doux. Mais à plusieurs reprises, on est monté, on est allé à l'intérieur des terres, on est monté dans les montagnes parce que c'est là où finalement on a goûté le plus le plaisir de ce qu'on aime à vélo, c'est-à-dire être assez seul dans une nature plutôt sauvage, de, de ressentir les éléments de manière un peu plus profonde, parce que le littoral est quand même très construit globalement. mm. À part la Grèce, en tout cas le Péloponnèse, on était, ou même le littoral est vraiment sublime. Toute l'Italie du Sud, c'est très bétonné, le littoral. Donc de temps en temps, on avait des petits moments un peu où c'était trop de construction, trop de choses qui enlaidissent le paysage, ou trop de déchets aussi à terre, et ça nous a de temps en temps un peu déprimés. Et dès qu'on allait dans la montagne, alors c'était évidemment, fallait monter, donc Ouais, c'était c'est plus plus dur dur. à vélo, mais on était récompensés de ça parce que on retrouvait le goût et aussi pourquoi on était parti, etc., en allant un peu plus en altitude. Est-ce que pendant ce voyage, est-ce que vous aviez un peu une journée type? En fait, on était souvent organisés, c'est vrai, d'une manière assez semblable, mais c'était à chaque fois modulable. On ne peut pas dire qu'une journée ressemblait à une autre. Toutefois, bon, la plupart du temps, on va dire quand on était sous la tente, il fallait le temps de plier le camp. Alors nous, on se pressait pas beaucoup, donc on démarrait pas à 7h30 du matin, clairement. En général, on partait vers 9h, 9h30. Mais on avait bien 2 heures de rangement de campement quand même, hein, entre le petit déjeuner, etc. Donc, on partait vers 9h, 9h30, on roulait, on fait la pause déjeuner, on reroule un petit peu, on essaye d'arriver pas trop tard parce que c'était la demande des enfants. Très régulièrement, on faisait des points un peu réunion de famille. Ouais. On disait, bon, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous avez envie qu'on change. Et souvent, la demande des enfants, c'était d'arriver un peu plus tôt sur nos points de campement parce qu'ils avaient envie d'explorer le lieu. Ils avaient besoin, comme je disais tout à l'heure, de monter dans les arbres, de faire un peu d'aventure sur notre lieu de campement et qu'on soit bien posé avant bah voilà, d'enchaîner sur le dîner, etc. Donc on essayait d'arriver pas trop tard et donc de profiter un peu du lieu sur lequel on avait atterri. Et puis ça, c'était les journées, on va dire, où on campait. Et puis quand même assez régulièrement, à peu près, je dirais tous les 5 jours, mais ça dépendait du temps, enfin, de la météo, on louait un appartement pour se poser, faire laver le linge, euh, voilà, reposer aussi nos muscles et puis faire l'école. Donc là, on louait un appartement sur des plateformes type Booking ou Airbnb. Donc on louait un peu au dernier moment en fonction de là où on était. Et on se posait 1 ou 2 nuits au même endroit. C'était sympa aussi pour changer un peu le rythme, visiter une ville. Souvent, on faisait ça dans les villes en fait. Visiter la ville et puis voilà, faire l'école. Moi, j'écrivais le blog à ce moment-là. On était plus posé. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça permet de couper et puis de récupérer un tout petit peu de confort, en effet, comme tu dis, pour laver le linge et être un petit peu plus relax sur la logistique, quoi. Oui, c'est ça. On repartait sec et reposé. Ouais. Et hop, de nouveau, on avait envie. Ça nous est arrivé de rester un peu plus longtemps quelque part parce que la ville était grande. On savait, par exemple, à Athènes, on voulait prendre le temps de connaître la ville, etc. Et on était content de repartir parce qu'être en appartement, finalement, plusieurs nuits, ça perdait un peu le sens de notre voyage à vélo. Donc on retrouvait l'énergie pour repartir à vélo. On était content d'être sur les routes.
Ouais. Oui, parce que c'était aussi une question que j'avais. Est-ce qu'à un moment, quand même, on ressent de la fatigue, à la fois physique et puis peut-être morale aussi un peu, parce que c'est vrai que c'est du boulot, quoi, de prévoir l'itinéraire, d'être vigilant sur la route, et puis toute la logistique du campement, etc. Alors oui, c'est plus la fatigue exactement comme tu décris, la fatigue d'organisation, de ne pas savoir où est-ce qu'on dort, de trouver de l'eau au bon moment. C'est plus ça qui pouvait un peu fatiguer. Mm. Physiquement, on a fait quasiment toujours des étapes où on ne se mettait pas en difficulté physique. Donc on était, en général, on arrivait le soir, on n'était pas du tout exténué. On a fait attention à ça. J'ai pas de souvenirs de moments difficiles physiquement, à part évidemment quelques côtes, mais une fois qu'on arrivait là-haut, c'est terminé, quoi, ça Ouais. va. Donc effectivement, dès qu'on ressentait, alors moi j'étais un peu le facteur limitant pour ça, c'est-à-dire que quand on était un peu trop mouillé ou qu'il y avait plus assez d'affaires propres ou que je sais pas la vaisselle, j'avais envie que ce soit bien nettoyé par exemple, bah, ça paraît un peu caricatural de dire ça. En fait, je ressentais moi, un peu mon point où là il fallait qu'on se pose. Voilà, et c'était environ tous les 5 jours, donc relativement fréquemment. Mais de temps en temps, par exemple, s'il faisait beau et qu'on était dedans, bah, ça nous arrivait de camper 10 jours d'affilée. Et pourtant, ça nous arrivait, c'était en plein mois de janvier en Grèce. On a campé 10 jours d'affilée comme ça parce que finalement, ça faisait, on était bien, on trouvait tellement facilement des lieux, de l'eau, qu'on a continué comme ça longtemps, quoi. Oui, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais c'est vrai que sur la route, ça fait 2 fois que tu l'évoques, trouver de l'eau. Comment ça se passe de trouver de l'eau parce qu'il vous en faut juste pour boire parce que vous faites quand même un effort physique régulier. Puis après, bah, je sais pas, la vaisselle, la cuisine, etc. Ouais, Comment ça se passait ça? c'était le point important, même notre fils Martin, tous les jours, il disait, est-ce qu'on a de l'eau? Parce qu'il savait qu'il fallait qu'on ait notre chargement d'eau avant d'arriver à un bivouac. C'était donc en fin de journée, d'abord on trouvait de l'eau et ensuite on cherchait un bivouac. Donc Ok. j'ai quand même passé par un village ou une ferme ou quelque part on pouvait éventuellement trouver de l'eau. Euh, on a calculé qu'il nous fallait entre 10 et 15 litres pour 24 heures, en comprenant effectivement pour boire, le thé ou l'infusion du soir, et puis se laver. Ouais. Parce que c'est très désagréable de dormir en ayant vraiment beaucoup transpiré dans la journée. Et puis on se baignait beaucoup aussi, donc on aimait bien se dessaler. Ouais. Alors après, c'était toilette de chat, mais en tout cas, on enlevait le sel, quoi. Donc il y avait quand même, même si on utilisait très peu d'eau pour ça, il fallait aussi que ça fasse partie des litres. Et puis pour faire la vaisselle, alors on a appris à utiliser très peu d'eau pour la vaisselle et pour se laver, hein. Voilà. Mais il fallait quand même ça. Donc entre 10 et 15, on était vraiment très à l'aise. C'est sûr que quand il faisait chaud, on avait besoin de plus boire et on avait besoin de plus se laver. Donc on était plutôt à 15 litres les jours où il faisait très chaud et à 10 litres l'hiver, quoi. Et vous aviez quoi comme contenant? On a changé d'ailleurs plusieurs fois dans le voyage, mais on va dire le plus pratique, c'était ce qu'on avait sur la fin. C'est une grande gourde de 10 litres euh, qui est qui est molle, en plastique flexible, c'est-à-dire que quand elle est vide, elle prend aucune place. Et quand elle est pleine, en fait, on la remplissait avant d'arriver au bivouac, donc on la posait par-dessus la remorque, un peu installée comme ça, vite fait. Et comme ça, on l'accrochait à un arbre. Il y avait un peu de pression qui nous permettait de nous doucher un peu en dessous, Mm. et puis pour remplir nos gourdes, etc. Ok. Tout à l'heure, tu as aussi évoqué rapidement, il me semble, de la pollution, à des moments où vous aviez des déchets sur les littoraux, dans les villes, etc. C'est une question que je me pose aussi parce que je me souviens que Olivier, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, en avait parlé. Comment vous faisiez-vous pour gérer vos déchets? Parce que aussi, de ce que je comprends, vous avez souvent bivouaqué, donc pas dans des campings, quoi, dans des lieux naturels, comme on dit en camping sauvage. Oui, tout à fait. Et donc, comment vous faisiez, vous, du coup, pour gérer vos déchets? Eh bien, on s'est vraiment attelé à faire le tri. Alors moi,
c'était ma partie, ça. Donc j'avais sur mon vélo l'endroit où j'avais le recyclage, le verre, etc. Enfin, bon. Et dès qu'on voyait une poubelle de recyclage, il fallait y penser, en tout cas, et vider. Le compost, on l'enterrait, on mettait sous des feuilles, là où on était. Donc on n'avait aucun déchet qui pouvait sentir mauvais, quoi. Tout ce qu'on avait sur le vélo, c'était du recyclage, en fait, qu'on gardait sur nous. Mais il y a eu des pays, on a eu beaucoup de mal à trouver des poubelles de tri, et où ça m'est arrivé de garder des pots en verre vides sur mon vélo plusieurs jours. Ah ouais. Ouais. Ça faisait, on se moquait un peu de moi, mais j'ai eu beaucoup de mal à mettre du verre dans une poubelle classique, quoi. Mais il y a des pays où on n'a pas eu le choix, on l'a fait, hein, mais c'est sûr que par rapport au tri des déchets ou ce qu'on peut faire nous à la maison là, c'était moins facile à vélo. Euh, D'une part parce que on achetait ce qui était disponible et donc dans les supermarchés du coin, hein, par là où on passait, donc il y Mm. avait beaucoup de produits avec beaucoup d'emballages, alors que ici, bon bah on achète beaucoup en vrac, etc. Donc on a eu plus de d'emballages plastiques, énormément d'emballages plastiques. Il y a des pays où le pain est de toute façon emballé dans du plastique, de toute façon, Ouais. quoi qu'on demande, voilà. Et donc, on a eu quand même beaucoup de déchets, mais qui étaient liés aussi à nos achats, en fait. On utilisait aussi des conserves, par exemple, Ouais. parce qu'on mangeait, c'était plus compliqué quand même de cuisiner des légumes. Donc, on a eu des déchets qu'on n'aurait pas eu ici, par exemple, en étant dans notre maison. Pourquoi tu dis que c'était plus difficile de cuisiner des légumes? Bah, parce qu'on avait une petite poêle, donc on pouvait pas. Parfois, on faisait revenir une petite courgette, un petit oignon, mais c'était quand même souvent. Les repas étaient quand même souvent les mêmes, c'est-à-dire des féculents, pâtes, riz, avec une petite sauce, par exemple pesto. Voilà, donc c'était pâte pesto, riz pesto, boulgour pesto, semoule pesto. Pour le plus grand bonheur des enfants, ça. Ouais, ça. Oh, il commence à en avoir marre un peu, Ah hein. ouais. Oui, donc bon, voilà, c'est sur le plan des déchets, en fait, je trouve que en vélo, moi, il y avait un côté écologique qu'on recherchait, hein, clairement avec le vélo. Et il y a eu quelques pans, en fait, où finalement, on a trouvé que on était moins bon qu'en habitant chez nous, quoi. Ouais. Voilà. Et notamment ce pan des déchets. Mm. Et est-ce que vous étiez parti avec des contenants justement dans l'idée d'acheter des produits en vrac? Non, on n'a pas trop utilisé ça. À vrai dire, on a trouvé très peu de boutiques où il y avait du vrac. Ah ouais. Il y en avait sûrement plein, mais c'est compliqué quand on arrive dans un lieu de se renseigner pour savoir où est-ce qu'il y a une boutique de vrac. Et en fait, il y avait trop de paramètres à prendre en compte pour le voyage en vélo. Ça aurait été vraiment de trop, ça. Mm. Voilà. Enfin, on l'a vite senti. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait des courses 1 à 2 fois par jour, en fait, parce que comme on peut pas avoir beaucoup de stock sur le vélo, donc en fait, hop, on voit une petite supérette, on s'arrête. Ouais. Et sans attendre de savoir à quel jour passe le marché, où est-ce qu'il peut y avoir, voilà. Donc évidemment, dès qu'il y avait un marchand de légumes, etc., bah, on le faisait avec plaisir, hein. Un petit vendeur comme ça sur le bord de la route, on se ruait dessus. Mais ça, c'était pas pour nous une recherche en soi, quoi. Et justement là, bah ouais, t'évoques aussi le fait, ben c'est compliqué de prévoir, d'anticiper aussi ce que tu vas trouver sur la route, etc. Euh, Est-ce que vous avez réussi à trouver des itinéraires assez facilement, mais je veux dire des itinéraires un peu réservés au vélo, des voies cyclables et tout ça? Alors en Europe, il y a les Eurovélos. Il y a une carte avec plein de routes de vélos qui sont, selon les pays, plus ou moins bien balisées, plus ou moins adaptées au vélo. Donc, bon, il y a eu des zones extrêmement faciles. Donc, l'Eurovélo 6, c'est celle qui va de Saint-Nazaire à la mer Noire. Ça, c'est vraiment d'une facilité extrême et extrêmement agréable. Donc, c'est la Loire et le Danube. Donc, on est sur une voie cyclable, hein, quasiment tout le long. Et après, par contre, c'est les pays qui sont beaucoup moins habitués au vélo, comme la Croatie, la Grèce, la Turquie. Eh ben, on a plutôt partagé la route avec les voitures. Ouais. Donc, toute l'Europe du Sud, comme ça, c'était plus des routes partagées. Et puis, quand on est revenu en France, par le sud de la France, là,
on a eu le grand plaisir de retrouver les voies vertes françaises qui sont quand même fantastiques pour le vélo. Surtout après voyager comme ça pendant un an ailleurs, on y a goûté avec encore plus de joie. Mais en fait, on avait un logiciel qui nous permet de chercher l'itinéraire. On en a utilisé plusieurs, mais notamment un où on peut voir à l'avance, hein, est-ce que ça va être une route partagée, est-ce que ça va être une route pour vélo, quel va être le dénivelé, quel est le trafic, etc. Donc c'est beaucoup Thomas qui préparait l'itinéraire la veille. Donc le soir, quand on était dans la tente, on se couchait très tôt. Et nous, on avait le temps de réfléchir à l'itinéraire du lendemain pendant que les enfants dormaient. Ah oui, vous faisiez au jour le jour. Oui, oui, oui. La plupart du temps. En fait, on aimait bien avoir un objectif. Par exemple, on est quelque part en Grèce, on se dit, bah, on essaye d'être dans 5 jours à Athènes, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Mais tous les jours, on refaisait le point pour le lendemain, en fonction de comment on était, de la météo, de ce qu'on avait vu. On avait envie quand même d'avoir cette liberté de pouvoir rester quelque part si on se sentait bien. Et donc pour ça, ça nous a pris aussi un peu de temps, hein, de faire ça, parce qu'on a tendance quand même beaucoup à programmer. Ça rassure beaucoup de programmer. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, au début. Et le problème, c'est quand on programme, c'est très dur de se dire, ah bah finalement, on va pas faire ce qu'on a programmé. C'est pas si simple que ça, hein. Ouais. Même quand on part dans un esprit de voyage, donc de découverte, de se laisser happer par ce qui vient, là, finalement, quand il y a quelque chose qu'on s'est mis en tête, c'est quand même très dur de pas le faire. Donc il valait mieux avoir des petits objectifs pour garder cette flexibilité. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je projette vachement ce que tu dis justement sur aussi le voyage au long cours, mais pas à vélo, quoi, quand on est en transport en commun ou qu'on passe de pays en pays, que ce soit en avion, en bus, en train, etc. C'est assez intéressant et souvent ça prend du temps, en effet, de se mettre dans cette optique-là. J'imagine, enfin je sais pas, tu vas me dire, mais peut-être que vos premières semaines étaient assez bien calibrées, déjà prévues, tant de kilomètres par jour, on dormira là, etc. Et puis après, au fur et à mesure, vous avez lâché prise, ou dès le début vous avez réussi parce que vous aviez déjà fait des parcours à vélo sur 2 semaines. Je dirais que ça a été même pour le changement plus profond de comment voyager, ça a été encore plus long que ça. C'est-à-dire que le tout début, l'itinéraire en France, pour nous, c'était facile. C'est un peu comme si on était en vacances, surtout qu'on est parti en été. Les gens étaient en vacances. Et c'est quand on est sorti de France, mais ça a pris longtemps, hein, ça nous a pris un mois, peut-être un mois et demi, un mois, je pense, pour sortir de France. Et une fois qu'on est sorti de France, en plus c'était la rentrée scolaire, et on est passé dans un autre pays, là, on a l'impression de commencer le voyage vraiment au Ouais. long cours. Donc il y a eu cette première étape. Donc là, tout d'un coup, il s'est passé autre chose. C'est qu'il s'est mis à faire un peu plus froid. On s'est mis à avoir des moments un peu plus compliqués, aussi parce qu'on était dans des pays où on avait moins les codes. Euh, et là, on s'est dit, bon, là, c'est plus les vacances, quoi. Donc il y a eu cette première phase. Et après, on a mis encore un peu de temps à se recalibrer sur, d'accord, c'est plus les vacances, c'est voyages en long cours, mais on n'est pas obligé de souffrir, quoi. Donc, il y a eu, donc là, quand je parle de ça, c'était notre période Suisse-Allemagne, où on a eu un mois de septembre très froid, très pluvieux. On avait l'impression, en fait, c'était le moment le plus difficile sur le plan climatique. Ça a été, donc on était à peine à 2 mois du début du voyage. Et là, on s'est dit, waouh, ça va être long, ça va vraiment être long. Et en fait, on est arrivé en Europe du Sud, donc au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Et tout d'un coup, là, ça a encore été différent. C'est que là, c'est là où ça a vraiment commencé, je crois, le côté, on prend plaisir, on s'adapte à ce qui arrive, etc. Donc finalement, assez tard quand même par rapport au moment du départ. Donc pour moi, c'est le moment d'arriver en Slovénie-Croatie. C'était très lié aussi quand même au temps, hein, à la Ouais. météo. Hein. Mais il a fait beau en fait, hein, donc on a pu se baigner alors qu'on était au mois de novembre. Donc tout d'un coup, on a senti ce décalage aussi par rapport à notre vie,
où on se dit, ah bah là, si on était comme d'habitude, il fait gris, il pleut, et, alors que là, on se baigne. Enfin, tout d'un coup, ça nous a paru totalement magique, exceptionnel, ce qu'on était en train de vivre, alors que juste avant, c'était plus difficile, quoi. Voilà. Mais bon, il y a eu plein de phases différentes sur un an, c'est ça qui est incroyable, c'est que sur un an, on passe par beaucoup de phases différentes. Et il faut sans arrêt s'adapter et, et parce qu'on change, nous, le pays dans lequel on est différent, la météo change et nous, on change aussi dans le voyage et les enfants grandissent. Il y a plein de facteurs qui fait que c'est très mouvant, en fait, la manière dont ça circule dans la famille, dans le couple, avec les gens qu'on croise. Donc, il s'est passé, il y a eu 1000 voyages dans le voyage, en fait. Ça, c'était fou. Et est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un ou deux coups de cœur que vous avez eus pendant ces 1000 voyages? On a eu un énorme coup de cœur pour le Péloponnèse en Grèce. Vraiment, on a trouvé que c'était un lieu qui était en même temps sublime. Vraiment, la mer, les montagnes enneigées, surtout en hiver comme ça, il y a un contraste qui est saisissant. C'était extrêmement lumineux. Et pour un voyageur à vélo, c'est d'une facilité déconcertante pour tous les côtés pratiques. C'est que c'est très facile de trouver à bivouaquer. Il y a des champs d'oliviers partout. En plus, c'était le moment de la cueillette des olives en hiver. Et donc, il suffisait qu'on demande à la personne qui est en train de cueillir les olives si on pouvait camper dans son champ. On n'a jamais eu un seul refus. Ils étaient toujours d'accord à nous accueillir extrêmement gentiment. Euh, et puis en plus, il y a le côté culturel qui est très fort quoi, dans cette partie de la Grèce. On n'a pas fait d'autres parties d'ailleurs, donc je parle que du Péloponnèse. On a visité les sites archéologiques, évidemment, très connus, mais en plus en hiver. Donc il n'y avait personne. On a vu Olympie sans personne, le théâtre d'Épidore, on était tout seul. Et c'est ce moment-là, nous, on s'est complètement imprégné de la mythologie grecque. On a lu les feuilletons de Muriel Zack, qui est une autrice qu'on a vraiment adorée. Et donc, on a lu ces feuilletons comme ça à voix haute sur le vélo. Donc, on s'est complètement imprégné de ça. Et en plus, on est allé sur les lieux. On est allé à Sarthe, on est allé sur l'île en Phasie. On a reparcouru voilà, plein de lieux qui étaient discutés dans ces feuilletons. Et c'est cette alliance-là entre choses à découvrir sur le plan culturel, de l'histoire, de la fable, et puis les paysages qui étaient sublimes. Enfin, tout ça a fait qu'il y a eu vraiment une magie pour nous en Grèce, dans le Péloponnèse. Et est-ce que, à contrario, il y a des moments où vous avez connu quand même des grosses galères, ou peut-être des moments où vous avez eu un peu peur, ou je sais pas, des choses un peu moins réjouissantes? Il n'y en a pas eu beaucoup. Franchement, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de problème, par exemple, d'avarie vélo. Bon, on a eu un petit peu, hein, mais bon, très très raisonnable. Par exemple, on a crevé qu'une fois, hein, 2 fois. Donc c'est quand même très peu. Ouais. On a eu parfois la remorque, le bras de la remorque une fois qui a cassé, une roue de remorque. Bon, bref, il y a eu quelques petits trucs, mais juste qu'il fallait pour que quand même ce soit un peu l'aventure. Non, je dirais que les quelques galères, il y a eu peut-être, je pense à 3 moments. Des moments, par exemple, où il pleut énormément, vraiment douche toute la journée. Ça, c'était dur, très dur, et il fallait qu'on aille quelque part parce qu'on avait réservé un endroit, voilà. De toute façon, dès qu'on réserve, dès que j'ai remarqué ça au cours du voyage, dès qu'on dès qu'on prend un peu de confort, on perd un peu de liberté. Donc, quand on voulait du confort parce qu'on avait besoin d'être en appart, eh ben, on perdait la liberté de choisir de rester quelque part, par exemple. Voilà. Et donc, ces journées-là où il fallait qu'on aille quelque part, et donc il fallait rouler alors qu'il faisait un temps vraiment, vraiment pourri. Là, il y a eu des journées un peu dures, mais par exemple, quand on y repense, quand on a ces souvenirs de voyage, ça fait aussi partie des souvenirs en fait qui nous font rire, etc. C'est-à-dire que les enfants se souviennent d'avoir l'impression d'avoir les fesses dans une piscine, sur leur siège, des choses comme ça qui nous font rire aujourd'hui. Bon, ça fait partie du voyage. Après, sur le plan des frayeurs,
Il y a une fois où on a campé quelque part en Turquie et où un gardien est venu à minuit toquer à la tente en disant qu'il fallait qu'on parte. Ah, Donc là, c'était un moment vraiment très désagréable. On a réussi à discuter avec lui pour qu'on parte que le matin. C'est-à-dire qu'on lui a promis vraiment qu'à 7 heures, on ne serait plus là. Sauf qu'on était en plein hiver, donc il faisait nuit noire à 7 heures. Donc on a mis notre réveil à 5 heures, le temps de plier campement, parce qu'il faut quand même ouais. bien 2 heures. Et donc voilà, ça a été un moment quand même assez désagréable. Et une autre fois où on campait dans la montagne et on a entendu une voiture qui arrivait dans la nuit, au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, et qui est restée pas loin de nous. On ne sait pas si elle nous a vus, mais elle est restée pas loin de nous pendant 1 ou 2 heures. Et puis après, elle est repartie. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on était un petit peu aux aguets, quoi. Ouais. Mais au final, sur le nombre de nuits qu'on a passé sous la tente, c'est rien, quoi. Voilà. En gros, après, on essayait d'être dans des endroits où on se sentait à l'aise aussi. Donc, Ouais. en particulier, dès qu'on allait quelque part où quelqu'un savait qu'on était chez lui, par exemple, j'ai parlé des champs d'oliviers en Grèce. Au moment où on savait qu'on était chez quelqu'un et qu'il était d'accord avec ça, on était extrêmement à l'aise. C'était plus quand on était dans un endroit où personne ne savait qu'on était là, ou bien on savait qu'on n'était pas très loin d'habitation. En fait, dès qu'il y a des humains pas loin, on n'est pas très à l'aise. Par contre, quand on savait qu'on était tout seul, on n'a jamais eu peur, par exemple, des animaux sauvages. Vraiment pas du tout. La, la, la peur ne vient pas de ça, hein. Ouais. Vraiment pas. Ça vient des humains. C'est-à-dire qui peut venir par là et s'amuser de voir qu'il y a une tente. Voilà. C'est ça qui pouvait parfois un peu nous angoisser. Mais en fait, on choisissait en général des coins où personne ne nous voyait, parce qu'aussi on avait envie de se laver, et donc on était nus et il nous fallait de l'intimité. Et puis aussi parce qu'on aimait bien en fait être dans un endroit isolé, quoi. C'est un plaisir qui est assez fou, hein. Et de repartir le lendemain et de regarder derrière, et c'est comme si on n'avait jamais été là, Ouais. à part peut-être la pelouse, hein, enfin l'herbe un peu couchée. Ça, c'était une sensation vraiment agréable, quoi. On a fait partie du lieu pendant une nuit, et quand on repart, et ben, ce lieu, il est indemne. Ça, c'est le plaisir du bivouac, vraiment. Vous êtes rentré depuis à peu près un an. Comment ça va? Oui, exact. On est rentré il y a un peu moins d'un an. Ouais. Eh bien, le retour, c'est un sujet qui est important, hein. Je dirais qu'il y a eu une immense joie au retour. Ça, c'était l'effet premier. On a, juste avant de rentrer, on a eu pas mal de temps en France. Donc, on s'est réhabitué tout Oui. doucement à repasser par des endroits qu'on connaissait, parce qu'on est arrivé par le sud de la France et on est remonté tranquillement vers Nantes. Donc, on a eu 1 mois et demi de voyage en France. Donc, sur 11 mois, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'on avait eu 1 mois à l'aller, hein. Et on est repassé voir des amis, parce qu'on a habité dans le sud de la France pendant un petit temps. Et on est repassé voir plein de monde qu'on connaissait dans le sud de la France, et puis après le long aussi de l'Atlantique, etc. Donc on a fait un petit sas comme ça de réhabituation. On a revu des amis, on s'est replongé dans la France, et puis les gens étaient à l'école, et puis après c'était les vacances aussi scolaires. Donc on est rentré, tout le monde était en vacances. Donc notre retour a été plutôt pas mal sur ce plan-là. Donc on est rentré mi-juillet l'année dernière. Et puis 3 jours avant de rentrer, on croise un voyageur à vélo qui avait un vélo très farfelu. C'était quelqu'un d'assez original et qui a beaucoup voyagé avec tout type de transport. Il est arrivé sur le vélo assez tard dans sa vie, il nous a raconté, il nous a dit qu'il n'était pas du tout cycliste, hein, de base, vraiment pas. Et on lui a dit qu'on était sur le retour. Donc on était à 3 jours de peut-être 2 jours, je sais plus. Enfin bref, vraiment on arrivait, quoi. Et il nous a dit, ah mais le retour c'est la cerise sur le gâteau. Euh, et c'est fantastique le retour. Donc ça nous a beaucoup rassurés, parce qu'en fait on était heureux de rentrer, et on n'arrêtait pas de croiser des gens qui nous disaient, ah vous rentrez, oh mes pauvres, ou Ouais. oh bah ça va être dur le retour. On a beaucoup beaucoup entendu ça, et cet homme qui avait énormément voyagé qui nous a dit, oh vous rentrez, oh c'est super. Et bah là on s'est dit, oh, mais oui, mais en fait on a le droit d'être content de rentrer. Mais oui, c'est super. Et en fait au retour on a eu cette sensation là vraiment de plaisir,
de retrouver notre maison, notre chat, la douche, de pouvoir cuisiner des légumes, de retrouver des copains, boire des bières en terrasse, de savoir où est-ce qu'on va dormir. Bon, vraiment un plaisir qu'on goûte encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je me dis encore régulièrement, waouh, génial la douche quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui reste quand même, c'est le confort. Voilà, ça c'était la sensation première. Le confort et les amis, enfin les gens qu'on aime, quoi. Voilà. Et les enfants, retrouver des habitudes. C'était dur pour eux d'être sans arrêt à bouger, sans arrêt à pas savoir où est-ce qu'on va dormir. Voilà, ils nous l'ont dit hein, de temps en temps, hein. C'était un peu difficile pour eux. Donc de se poser, ils ont trouvé ça agréable. Donc ça a duré pas mal de temps parce que tout le mois, on est rentré mi-juillet et après il y a eu tout le mois d'août où nous on a recommencé à travailler début août. Donc on a eu 15 jours en fait de tous les quatre comme ça à la maison. Après nous on a travaillé, les enfants étaient en vacances. Et après il y a eu la rentrée. Donc en fait ça a été assez progressif. Donc de ce côté-là ça s'est bien passé. Puis nous on a la chance en fait d'être revenus dans nos... Enfin la chance je sais pas. Mais en tout cas le fait est qu'on est revenus à notre poste, dans nos métiers, absolument tel que c'était avant le départ. Alors, ça a un côté très rassurant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas recherché un travail, on n'avait pas d'inquiétude financière, etc. Et d'un autre côté, mais ça c'est un effet un petit peu à retardement que j'ai eu, c'est on est tellement revenu exactement comme c'était avant, qu'il y a une petite sensation de mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tellement tout était pareil. C'était une bulle temporelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu 1000 voyages dans le voyage. Il s'est passé en une semaine, il se passait tellement de choses différentes que là, alors qu'ici, la semaine, elle passe à toute vitesse. Et donc, cette année, elle s'est étirée comme si le temps s'était allongé. Les enfants ont tellement mûri. Nous, on a évolué aussi beaucoup. Donc, il s'est passé 10 ans en un an. Et au retour, eh ben, le temps s'accélère à nouveau. C'était pas la même notion du temps, clairement. Et donc, au retour, c'est comme si cette bulle, on était revenu au point de départ. Comme moi, j'ai eu cette sensation, surtout au travail, quand je rouvre mon ordinateur et qu'il était en veille et qu'il se rouvre en mémoire flash, exactement là où j'étais. C'est la sensation que ça m'a fait. Donc, c'était plus facile. Au travail, les réflexes étaient là, etc. Mais et qu'est-ce qui en reste? Ça, c'est une question, moi, qui tourne quand même dans ma tête. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on n'a pas du tout changé? Est-ce qu'il fallait changer? Je sais pas. Mais c'était plus ça, cette question, moi, qui me travaille. Et ça te travaille toujours, en fait? Ouais. T'as toujours pas trouvé les réponses? Non, je crois pas avoir trouvé les réponses. Je pense qu'en fait, j'ai pas trouvé la réponse parce que c'est très subtil ce qui s'est passé. Enfin, évidemment qu'on a forcément changé, mais comme on change parce que voilà, il y a un an qui se passe. Mais je pense qu'il y a des choses plus fines qui se sont passées. C'est qu'on n'est pas revenu dans un changement de vie. Voilà, on n'a pas changé de métier, on n'a pas changé de lieu de vie, ni de manière de vivre. C'était pas non plus le but. C'est-à-dire on était bien dans notre vie en fait, mais on avait besoin de prendre le temps ensemble. Donc le fait de revenir et que tout se repasse de la même manière, c'était pas dramatique, c'était pas notre objectif de départ. Malgré tout, je crois que j'en attendais un peu davantage, mais j'ai confiance en fait que ce soit assez profond et que finalement, même si ça se passe pas dans les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement drastique de vie, mais qu'au fond de moi, il y a des choses qui ont changé, qui me permettent de vivre autrement ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que je subissais pas mal la suractivité. Je parle de manière globale parce que je pense que on est beaucoup à vivre ça, avoir l'impression que la vie est extrêmement remplie. Et d'avoir pendant un an pensé qu'à faire du vélo et à trouver à boire et à manger, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup reposé. Ça m'a fait un bien fou. Mais en rentrant,
bizarrement, j'avais énormément d'énergie. J'avais l'envie de faire beaucoup de choses. Alors, je pense que ça tenait aussi au plaisir qu'a donné le voyage. Et donc, quand on est bien, eh ben, on a envie de faire des choses. Et aussi physiquement, j'étais tellement en forme que j'avais besoin de mettre cette énergie quelque part. Et donc là, je me suis investie dans plein de choses à la rentrée, là, beaucoup trop. Et bon, dans l'année, je me suis dit, oh là, mais là, non, c'est juste erreur. Voilà. Pourtant, je savais hein, que c'était un peu trop, mais en même temps, j'avais un peu cette énergie-là qu'il fallait que je mette quelque part, quoi. Et donc, évidemment, l'énergie retombe un peu hein, dans l'hiver. Ouais. Quand, Dans voilà. cet hiver interminable que nous venons de connaître. Voilà, et donc, bon, bref, là, je pense que j'ai été un peu trop à l'effet inverse. Mais en tout cas, je sais où puiser des ressources. C'est que ce voyage m'a permis d'avoir un peu un stock de ressources. Je sais ce qui m'a fait du bien en fait l'année dernière. Je me suis un peu découverte aussi sur certains plans. Je sais ce qui m'a fait du bien. Je sais où étaient mes limites. Je me suis beaucoup écoutée. J'ai appris plein de choses sur mon cycle, par exemple, menstruel. Pourtant, j'ai 40 ans, donc ça fait quelques années que j'aurais pu le savoir. Et ça, c'est assez précieux. Et ça, je m'en sers. Dans la famille ou dans le couple aussi, c'est de la ressource. On a ce socle-là ensemble. Quand c'est plus tendu, même si on n'a pas besoin d'aller convoquer des souvenirs très précis, hein, mais c'est là. Ouais. Je sais que c'est pas loin, quoi. Et je pense que ça, c'est très précieux. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas eu de changement drastique, mais c'est plus subtil, c'est plus de cet ordre-là, je crois. Ouais, je comprends. Est-ce que les enfants, eux, ils ont l'impression d'avoir changé? C'est plus difficile à dire pour les enfants parce qu'ils auraient de toute façon changé. Ouais. Après, on a marqué un peu le changement, nous, physiquement, c'est qu'ils se sont laissés pousser les cheveux. C'est tout bête, mais c'était important, je pense, pour quand on regarde les photos, de voir leurs cheveux pousser, parce que surtout le plus jeune, il a du mal à fixer les souvenirs, savoir où c'était, quand, etc. Mais quand il voit la photo et qu'il voit sa coupe de cheveux, il sait. Et ils ont gardé les cheveux longs au retour. Euh, mais ils ont changé, moi je vois en termes d'autonomie, ouais, c'est surtout sur l'autonomie. Et puis la capacité à pouvoir s'occuper avec très peu de choses. Voilà. Mm. Mais sinon, ils ont retrouvé l'école, les copains, ce qu'ils aimaient faire. Voilà. Je ne peux pas dire qu'il y ait d'énormes changements. En tout cas, ils se sont réintégrés sans aucune difficulté. Ils parlent très très peu du voyage avec leurs copains. Je crois que les copains, ils posent pas particulièrement de questions. Et eux n'en parlent pas. Je crois que c'est pas un sujet. C'était il y a longtemps, quoi. Ouais. Mais moi, je remarque ça avec mes deux garçons qui ont à peu près le même âge que les tiens, Ouais. voire exactement d'ailleurs. Euh, ils parlent pas beaucoup avec leurs copains. Ils jouent. Enfin, déjà, c'est des garçons. Je pense que c'est peut-être un petit peu différent des filles, surtout là quand ceux qui rentrent au collège. Je pense que les filles se parlent plus, mais les garçons, ils se parlent pas trop, quoi. Ils jouent et puis c'est tout. Oui. Le petit, chez moi, la conversation avec ses copains, c'est un peu, c'est qu'il loue. Oui. Oui, complètement, ouais, ouais. Et puis, non, mais c'est très juste. On a rencontré une famille avec qui on a beaucoup voyagé à vélo. Là, on les a rencontrés sur le chemin et on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et il y avait deux garçons exactement du même âge, mais vraiment pile poil. Donc, c'était assez fantastique. Mais on s'est revus là au cours de l'année. Mais eux, quand ils se revoient, alors nous, avec les parents, évidemment, on parle du voyage, Ouais. etc. Les enfants, pas du tout. Ils sont tout de suite repartis à aller creuser des trous dans le sable. Et je pense avec leurs copains, puis aussi les gens qui n'ont pas vécu le voyage ont beaucoup de mal à s'imaginer en fait ce que c'est concrètement. Donc ils posent Ouais. pas beaucoup de questions à cause de ça. Donc Oui, et puis pour les enfants, c'est plus facile à expliquer aussi, je pense, à verbaliser. oui, oui. Disons qu'ils sont plus dans le concret, c'est des Ouais. choses très simples, quoi. Ouais. On dort sous la tente. Alors nous, en fait, on avait fait le choix de communiquer avec deux classes. Donc il y avait une classe de CM2 qui suivait Martin, une classe de CE1 qui suivait Timothée. Et donc on a communiqué quand même toute l'année. Et ce qui était chouette, c'était que la classe posait quand même pas mal de questions.
Et donc, leurs questions étaient très pratiques, c'est-à-dire comment est-ce que vous dormez, où est-ce que vous faites caca, comment, comment vous vous lavez, Mhm. comment vous faites l'école. Et donc, ils avaient déjà quand même raconté à leurs copains ce côté pratique, quoi. Ouais. Nous, au retour, parfois j'écoutais un peu d'une oreille ce qu'ils pouvaient expliquer à leurs copains, mais ils n'ont jamais parlé du voyage, vraiment, hein. Ouais, en fait, ils avaient déjà tout raconté pendant l'année. Peut-être. Ouais, du coup, bon, le temps passe, mais c'est vrai qu'on avait dit au début de l'épisode qu'on parlerait un tout petit peu de l'école. Comment ça s'est passé, l'école sur le vélo? Assez facilement. C'était alors on est parti déjà en se disant qu'on n'allait pas en faire un sujet trop important. On n'avait pas envie que ce soit en tout cas un sujet de tension. Malgré tout, on était un peu inquiet de voilà que le retour se passe bien, donc on l'a fait assez sérieusement. En fait, on a acheté des cahiers qui suivaient le programme. Et donc on le faisait une fois, je pense une fois tous les 5 jours, une fois par semaine. On faisait peut-être 2 heures d'école par semaine, quoi. Donc Ouais. c'était quand même assez light. Et puis voilà, c'est plutôt moi, on va dire, qui gérait cette partie. Et dès que c'était un peu tendu et tout ça, on arrêtait, hein. Ouais. Donc je dirais que c'était pas un sujet très compliqué. Euh, Ce qu'on a fait à côté quand même pour essayer de les faire travailler aussi l'écrit et le récit, c'est faire un carnet de voyage, un carnet de bord. Alors là, par contre, c'était un peu plus dur. Donc, on a fait un carnet de bord à quatre mains, c'est-à-dire qu'on écrivait chacun un jour. Comme ça revenait une fois tous les 4 jours. Ouais. C'était plus facile que d'écrire tous les jours, mais même tous les 4 jours, c'était dur pour eux de mettre par écrit ce qui s'était passé dans la journée et de faire l'effort d'écrire. Ouais. Donc ça, parfois, ça a été un petit peu plus difficile de leur faire ça. Mais là, on est content de l'avoir quand même, ce carnet de bord, après coup. Ouais, et puis en plus, ça doit être super chouette quand même d'avoir les différents points de vue, parce que j'imagine que les enfants, ils racontent pas du tout la même chose que vous. Ah oui, ah, c'est sûr, on a chacun nos styles, hein. Les trois, les quatre ont des styles différents. Parfois, le plus jeune a été assez, avait très envie de raconter, donc mais on a roulé, 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 roulé encore, point. On a mangé et on a roulé, 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 roulé. On a l'impression que chaque tour de roue, Ouais. Et puis le plus grand était très lapidaire. On s'est levé, on a fait du vélo, on a mangé, on a fait du vélo, on s'est couché. Voilà. Mais moi j'étais un petit peu plus prolixe, mais c'est assez drôle de relire ça justement. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que pour conclure, tu aurais peut-être un message ou un dernier conseil à partager avec des familles qui hésitent peut-être à sauter le pas ou que ça titille en tout cas de partir en voyage à vélo? Euh, En fait, on nous a beaucoup dit au cours du voyage ou avant ou après qu'on était courageux. Et moi, c'est un adjectif que je trouve pas très adapté. Je me suis jamais sentie courageuse, pas du tout. C'est juste qu'à un moment, une fois que, en fait, la décision de partir, elle s'est pas imposée, mais à partir du moment où elle a émergé, euh, après, elle était pas du tout difficile à conserver et à aller au bout, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est dit, bah oui, on le fait, tout s'est déroulé sans, sans qu'on ait à un moment besoin de se dire, allez, courage, on y va. Pas du tout. Mais ça s'est fait très, très naturellement. Donc je pense que s'il y a l'envie, après, bien évidemment, il faut que l'envie soit partagée. Donc c'est peut-être ça, peut-être dans certaines familles où c'est plus difficile. En tout cas, une fois que l'envie est partagée et qu'on se dit, allez, on y va. Après, il ne faut pas avoir peur des étapes, hein, parce qu'elles se font très, très naturellement. En tout cas, ça s'est fait comme ça pour nous. Et pendant le voyage, on n'a besoin d'aucun courage particulier ni d'aptitude particulière. Nous, on faisait du vélo très tranquillement, donc physiquement, je disais, c'était pas dur. Euh, Trouver de l'eau, planter la tente, etc. On prend très vite des habitudes et ça demande pas de connaître, je sais pas, où est le nord, d'où vient la rosée le matin, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Euh, donc je dirais que à partir du moment où l'envie est là, ça se déroule ensuite, hein.
Un grand merci Marie pour ton témoignage, ton partage d'expérience. C'était vraiment très très intéressant et c'est une très belle fin de saison pour le podcast. Merci beaucoup et puis bonne continuation. À la prochaine. Ouais, je remercie la discussion. Bonne continuation aussi. Merci. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce bel épisode. Je voudrais vraiment chaleureusement remercier Marie pour son témoignage et franchement, j'ai trouvé que c'était passionnant, à la fois au moment où j'ai enregistré et à le réécouter aussi pour faire le montage et vous le proposer. J'ai bu de nouveau les paroles de Marie. J'ai trouvé que c'était vraiment très inspirant et pour autant, je ne suis pas prête, je pense, à partir voyager à vélo, comme quoi, mais ça m'a aussi fait voyager et transporter. Donc j'espère que c'est le cas avec vous aussi, que vous avez voyagé avec nous. En tout cas, c'était le dernier épisode de la saison. Nous allons passer très prochainement sur des hors-séries de l'été. On vous réserve une petite surprise, j'espère qu'elle vous plaira. Et bien sûr, on va continuer les capsules aussi pendant l'été pour vous raconter donc nos différents projets, départ en tour du monde pour moi dans quelques semaines et départ à l'île Maurice la semaine prochaine pour Émilie. Donc voilà, on a des gros projets et plein de choses à vous raconter. Ça se passera aussi sur le podcast. Je vous souhaite un très bel été et je vous remercie infiniment pour toutes vos écoutes. Cette année a été assez incroyable en termes d'écoute et donc vraiment merci infiniment. Je remercie aussi tous nos invités de cette belle saison numéro 5. C'était fantastique. S'il y a des sujets que vous voulez écouter l'année prochaine, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous voulez témoigner, nous sommes parfois un petit peu lentes pour concrétiser les propositions d'interview, mais finalement avec un peu de patience et d'organisation on y arrive toujours. Donc merci beaucoup pour vos propositions de témoignages et pour vos écoutes. Très bonnes vacances à vous, j'espère que vous en prenez et à très bientôt sur les routes du monde. Ciao.